Sud Radio, faut que ça change. Anthony Martin-Smith. Qu'est-ce que vous disiez, Mathéo, à l'instant? Vous êtes ému parce que c'est la saison 2 de Faut que ça change. Bonsoir ou bonjour à vous si vous nous rejoignez sur Sud Radio. Très heureux de vous retrouver pour cette saison 2 de Faut que ça change. Une émission qui a su faire parler d'elle l'année dernière. La saison dernière, on a pu traverser différents sujets, différentes problématiques que vous rencontrez au quotidien. On a aussi reçu beaucoup de personnalités qui travaillent dans le champ du handicap et on a été ravis de pouvoir vous accompagner pendant cette première saison et j'espère que cette deuxième saison sera encore plus belle. À mes côtés, vous l'avez compris, Mathéo Lamblot, bonsoir, bonjour à vous. Bonjour Anthony, merci bonjour à tous. D'être là de nouveau avec vous, à votre gauche, en débatteur du jour, Fouad Benhamed. Bonjour. 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 Vous êtes président de les solutions d'assistance à mobilité verticale. Et puis Virginie Dubost, on vous connaît bien dans l'émission. Bonjour. Bonjour Anthony, bonjour à tous. Merci d'être là et très content que vous nous accompagniez encore pour cette saison nouvelle. Une émission repensée, retravaillée, redesignée pour cette saison 2, beaucoup plus percutante et surtout pour vous donner la parole. On va notamment donner la parole à une femme dont la maman a été placée il y a quelques années de cela en curatelle renforcée et qui a découvert l'effroi, l'horreur, puisque sa maman a été hospitalisée en urgence. Figurez-vous. Pourquoi ? Parce que son appartement était infesté de punaises de lit. Elle avait son diagnostic vital engagé. On demandera également à notre invité du jour politique. Puis en deuxième partie d'émission, Sophie Clusial, l'ancienne ministre du handicap et des personnes âgées de 2017 à 2022 sous le premier mandat d'Emmanuel Macron, ce qu'elle pense notamment du témoignage de notre invité du jour et également nous parlerons avec elle de ce climat social dégradé, de cette rentrée qui s'annonce chaotique et puis aussi de ce qui s'est passé cet été avec les incendies qui a touché un centre de vacances de personnes en situation de handicap, un EHPAD et puis des noyades d'enfants en situation de handicap également. Vous l'avez compris, il faut que ça change. Saison 2 avec une programmation qui va parler d'inclusion, qui va aussi parler de vos problèmes. Si vous voulez venir nous en parler, 0826 300 300, vous nous laissez un message ou je participe à sudradio.fr et on sera ravis de vous recevoir dans l'émission. Allez, faut que ça change. Sud Radio, faut que ça change. Anthony Martin-Smith. Mathéo Lamblot, on va commencer avec vous, avec cette chronique là aussi que vous présentiez l'année dernière, les changements à la une, avec une nouvelle façon de présenter les choses. Sud Radio. Les changements à la une. Des changements à la une, l'actualité du handicap, de l'inclusion en France, avec cette fois les 1 an des Jeux paralympiques. Quels héritages nous gagnons aujourd'hui sur ces Jeux? Mathéo, est-ce qu'on en a gardé? Souvenez-vous, Anthony, il y a 1 an, nous arrivions à la fin des Jeux paralympiques, comme vous le disiez. La France terminait à la 8e place du tableau des médailles avec 75 podiums. Tout semblait exceptionnel, l'ambiance était à la fête, les gens étaient heureux. On promettait alors une révolution paralympique, c'était les mots du président de Paris 2024, Tony Estanguet, lors de la cérémonie d'ouverture. Mais aujourd'hui, difficile de dire que cette révolution a vraiment eu lieu. Les sportifs peinent toujours autant à trouver des sponsors. Certains en ont même perdu, comme Elios Lachumanaya, médaillé d'argent en judo, qui a vu ses revenus baisser de 20%. Et c'est encore plus compliqué pour les athlètes non médaillés privés de soutien. La pongiste Morgane Caillot expliquait d'ailleurs dans le journal L'Équipe le 2 avril dernier qu'elle avait eu la chance d'avoir pu mettre de côté ces dernières années. Et ce n'est pas tout. L'accès aux structures adaptées reste limité. En moyenne, il faut, écoutez bien, parcourir 50 km en voiture pour en trouver au moins une. Les sportifs paralympiques subissent également la baisse des crédits alloués au sport. Et à tout cela s'ajoute le manque de visibilité et de médiatisation du handisport depuis la fin des Jeux paralympiques. Bref, la promesse de révolution paralympique reste bel et bien pour le moment une promesse. Virginie Dubost. Alors ça, c'est pour l'aspect, c'est vrai, assez critiquable et négatif. Il y a quand même eu des points positifs. Et notamment, je trouve au niveau institutionnel et politique, par rapport à la prise en charge du remboursement des fauteuils roulants intégral. Et c'est vrai que ce qui tenait à cœur donc à la ministre du Handicap et à Monsieur Emmanuel Macron, c'est que les fauteuils également de sport soient pris en charge. Et c'est ce qui va être fait à partir de décembre 2025. Voilà, pour les personnes qui
qui pratiquent une activité sportive et qui ont besoin d'un matériel spécifique. Et les jeux ont aussi permis de pouvoir déclencher des passions auprès de personnes en situation de handicap. Et ça a permis aussi auprès des personnes qui n'étaient pas en situation de handicap de voir le handicap sous une autre forme, de montrer que la compétence et la performance pouvaient aller de pair avec le handicap aussi. Donc, c'est plutôt... Mais bon, ça donne quand même le sentiment que c'était des beaux discours et puis finalement derrière ça fait pchit. Fouad Benhamed. Mais du coup, on a deux visions. On a le verre à moitié vide et puis le verre à moitié plein. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que on a beaucoup parlé en fait de l'héritage en partage, l'héritage des Jeux Olympiques Paralympiques et l'héritage aussi dans les pratiques, pas simplement dans le dur, dans la construction, dans les infrastructures. Et nous, par exemple, avec SMV, on a eu la chance de pouvoir être mandaté pour assurer la mobilité verticale au Stade de France, parce que le métro, qui était le plus proche en fait, était à 200 mètres d'une passerelle qui était non accessible. Donc on a pratiqué, et c'est vrai qu'on n'a pas vu après un engouement ou alors des changements de comportement et une vision qui nous aurait amené à démocratiser ce genre de pratique. C'est peut-être ce que je peux regretter le plus. Et effectivement, certains ont pris ce qu'ils avaient à apprendre pendant les Jeux Olympiques Paralympiques et puis ils sont partis après en nous disant un beau au revoir, quoi. Ouais. Allez, vous bougez pas, on passe à une nouvelle séquence. Sud Radio, faut que ça change. Une nouvelle séquence avec le témoignage, la vraie vie, celle que vous connaissez, que vous vivez chaque jour, vous qui nous écoutez. Si vous êtes atteint d'une maladie, vous êtes en situation de handicap ou même si un de vos proches l'est, vous avez l'antenne qui vous est ouverte au 0826 300 300. Vous nous laissez un message ou sinon vous nous écrivez à jeparticipe@sudradio.fr. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir pardonnez-moi, Maïder. Bonjour. Non, mais j'avais peur de mal le prononcer. Merci de prendre le temps de bien venir nous raconter cette histoire édifiante. Votre maman a été placée en curatelle renforcée et vous avez découvert l'effroi au mois de décembre dernier avec un appartement infesté de punaises de lit. Et elle a été hospitalisée cet été en urgence du fait de la présence de ces punaises de lit. Racontez-nous. Exact. En fait, c'est juste effroyable. Déjà, bonjour à Fouad, à Virginie, et Anthony et Mathéo, merci pour votre accueil. Merci pour ce que vous faites, parce que je pense que ma maman n'est pas seule dans cette situation. Je crois aussi, oui. C'est qu'au mois de novembre, début décembre de l'année dernière, je suis contactée par une personne d'un petit village en France. On a une maison de famille et je découvre que la maison est effondrée. Je dis bien effondrée sur 3 niveaux et c'est censé être l'héritage de ma mère. Donc qu'est-ce que je fais ? Je fais faire un constat d'huissier. Je commence à bouger et les fêtes arrivant, ma maman a son compagnon qui vient de décéder. Elle a été placée sous curatelle renforcée, pas tutelle, en 2017. Et comme moi à l'époque j'étais très malade, j'étais en invalidité, mes enfants aussi étaient très malades, on a fait appel à un curateur extérieur. Donc vous avez placé votre maman entre les mains d'un curateur pour qu'il il puisse s'en occuper. Qu'elle soit protégée. Et qu'elle soit protégée. Moi j'étais pas en mesure de le faire. Et on découvre, ce monsieur, son compagnon décède en octobre-novembre. 2024. L'appartement, 2024. L'appartement déjà est insalubre. Quand je dis insalubre, le mur qui donne sur le pignon extérieur où ma mère dort est infesté de moisissures. Et donc cet été, pardon, donc justement, donc justement, ça arrive là. Moi, je vois ça au mois de décembre-novembre. J'ai son médecin qui me contacte et qui me dit votre maman est très malade, son compagnon est décédé, elle peut arriver dans le coma avec son taux de diabète et l'appartement est infesté de punaises. J'ai contacté le curateur depuis 6 mois, à 8 reprises. Je n'ai de réponse de personne. D'accord, non, pardonnez-moi. Alors, du coup, cet été, c'est parce que j'ai vu, on nous a monté votre poste cet été, voilà. Ok, excusez-moi. En fait. Maintenant, je vous en prie, en fait, c'est la suite. Et donc, ce qui se passe, c'est que moi, c'est ce que je fais dès le 9 décembre. Ayant échangé avec le médecin, je découvre que ma mère est très malade. On l'invite pour les fêtes chez nous. Je préviens le juge, je dis au juge, il y a un problème, photo à l'appui, l'appartement est insalubre, il y a les punaises, elle ne peut pas y rester. On me dit très bien, on va faire un courrier au curateur et vous n'intervenez qu'en tant que fille. Et le curateur aujourd'hui, ça bouge pas parce que en fait, il y a personne. Il y a rien eu. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai récupéré ma mère pendant 4 mois chez moi. Je l'ai nourrie, je l'ai soignée. Elle a voulu rentrer chez elle, je peux pas l'en empêcher. Je ne peux pas la séquestrer, elle est pas sous tutelle. Et en fait, je découvre que ma mère n'a accès à rien du tout. Elle est sous curatelle, donc il y a des décisions qu'elle doit pouvoir prendre toute seule, qu'elle ne peut pas, parce qu'elle n'a pas accès ni à ses documents, ni, je dis bien, aux économies. Pas à l'argent courant, mais aux économies. Fouad Benhamed.
situation dramatique, hein, d'autant qu'on sait que les personnes âgées isolées dans l'habitat social sont des personnes qui sont coupées en fait de tout le monde en fait, de vie sociale. Ouais. Et il nous est arrivé de traiter ce genre de situation. Et c'est des situations malheureusement qui sont découvertes soit quand il y a un voisin qui s'inquiète et qui toque à la porte, mais très rarement et quasiment jamais par les bailleurs eux-mêmes. Et c'est un sujet. C'est un sujet parce que population extrêmement vieillissante, des personnes qui veulent pas se plaindre, des personnes qui subissent, et en subissant, en fait, on peut se retrouver dans une situation dramatique. Virginie Dubos. Oui, je partage cette réflexion aussi. C'est vrai que le handicap est de plus, qui plus est, quand on est plutôt âgé, on est souvent très isolé et dans ces types de situations. Ouais. C'est vraiment problématique, en effet. On fait confiance et finalement on découvre l'horreur quand on commence quand les situations se dégradent. C'est catastrophique. En tout cas, merci Maïda d'être venue témoigner sur Sud Radio. Sur Sud Radio, faut que ça change. C'est l'endroit où vous aussi, vous pouvez venir témoigner aux 0800 26 300 300 où je participe à Sud Radio chaque semaine. Vous nous laissez un message et on vous rappelle. Vous bougez pas, on revient juste après la pub sur Sud Radio. Sud Radio, faut que ça change. Anthony Martin-Smith. De retour sur l'antenne de Sud Radio. Merci d'être toujours là à l'écoute. Chaque semaine, le rendez-vous, cette saison 2 que nous proposons, faut que ça change. Pour parler de votre quotidien, votre situation, si vous la connaissez, si un de vos proches la connaît, en maladie, en handicap. En tout cas, ici, on parle d'inclusion et on parle vrai puisqu'on est sur Sud Radio. Notre invitée politique du jour, elle s'appelle Sophie Cluzel. Elle était la ministre en charge des personnes en situation de handicap de 2017 à 2022. C'est pour l'instant, à ma connaissance, celle qui a la plus grande longévité sous l'ère Macron. On va revenir avec elle sur cette rentrée délétère, sur ce chaos annoncé, sur ce climat social difficile, mais aussi sur son regard qu'elle porte sur l'inclusion, sur l'avancée des questions autour du handicap, la manière dont le sujet avance dans notre pays et puis comment on peut faire pour fixer un cap qui soit durable. Et puis elle nous parlera aussi de ses projets. Avec moi, mes débatteurs du jour, Fouad Benhamed, excusez-moi, vous êtes président des solutions d'assistance à mobilité verticale. Virginie Dubos, vous êtes conférencière, on vous connaît bien dans l'émission. Mathéo Lamblot, vous êtes journaliste et chroniqueur. Et puis Salim Ejnaini, on va commencer avec vous d'ailleurs. Bonjour à vous. Bonjour Anthony, bonjour à tous. On va parler de quoi aujourd'hui, Salim ? Sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, on va parler de trains de nuit, de chiens d'assistance et de salles de spectacle. Oui, ça s'annonce très bien. Allez, Sud Radio, faut que ça change. Sud Radio, faut que ça change. Anthony Martin-Smith. Faut que ça change et pas faut que ça change parce que on a rien contre les chats, mais c'est mieux quand on le dit clairement. Salim Ejnaini, du coup, qu'est-ce qui se passe sur les réseaux sociaux ? Chaque semaine, on va faire le point avec vous pour voir de quoi on parle. Oui, c'est arrivé un peu plus tôt cet été. Premier point dans l'actualité sur les réseaux sociaux, c'est ce chien d'assistance qui a fait l'objet d'un vif échange dans un train de nuit, en tout cas contesté par un contrôleur qui a fait irruption dans un compartiment en assénant à sa propriétaire, la créatrice de contenu Pat Atypique, en lui disant que son chien n'était pas toléré à bord des trains de nuit et que ce privilège était réservé aux seuls chiens pour la cécité. Voilà, donc un contrôleur très mal informé sur la situation. Et deuxième élément notable, cette fois c'est sur la page de nos confrères de Sud-Ouest Dordogne. Il y a un échange intéressant, la parole recueillie d'un gérant de salle de spectacle qui a décidé de mettre en place une politique tarifaire relative aux accompagnants de personnes en situation de handicap. Donc en gros, il a mis en place une gratuité pour les accompagnants ainsi qu'une réduction pour les personnes en fauteuil roulant, étant donné qu'il avait pris conscience récemment de la dégradation de la qualité d'accueil quand on est en situation de handicap et à mobilité réduite, puisqu'on est contraint à être à une place qui n'est pas forcément la meilleure pour profiter du spectacle. Eh parfait, merci Salim Ejnaini. Sud Radio, faut que ça change. C'est fou cette actu quand même. Chaque semaine en tout cas on en parlera avec vous Salim Ejnaini. Merci beaucoup, vous restez avec nous pour discuter avec Sophie Cluzel. Bonjour à vous. Bonjour. Ravi que vous ayez accepté notre invitation. Ça fait un moment qu'on voulait vous recevoir, notamment l'année dernière, et puis
les choses se faisant. Vous êtes encore la seule ministre qu'on n'a pas pu recevoir et qui, pour le coup, quand même, a la plus grande longévité, je le disais. Vous êtes quand même resté 5 ans à ce poste-là. Déjà, première question, et les amis, vous avez le droit d'interagir avec Sophie Cluzel. Première question que j'ai envie de vous poser, le regard que vous portez là sur ce qui va se passer lundi, ça vous inquiète ou vous n'êtes pas surprise ? Non, ça m'inquiète évidemment. Ça m'inquiète pour la continuité des politiques publiques parce que la stabilité, c'est ça dont on a besoin dans ce pays. Donc, bien sûr que ça m'inquiète. Quand vous voyez ce climat, même social, à 2 jours en plus, le vote de confiance aura lieu 2 jours avant les manifestations de c'est Nicolas qui paye. Vous vous dites que là, le pays va mal ou il y a encore un espoir de sauver quand même nos politiques publiques ? Non, le pays en lui-même ne va pas mal parce que justement les Français sont là, solides, qui travaillent, qui conduisent leur quotidien comme ils peuvent. Ce qu'il nous faut, c'est un peu de stabilité. Alors, je ne sais pas si c'est par la rue qu'on règle les choses. Moi, j'entends qu'il y a une colère, j'entends qu'il y a un ras-le-bol. J'aimerais surtout que aujourd'hui les parlementaires soient responsables. Est-ce que ça va aller mieux si on fait sauter le gouvernement actuel, si on repasse par la dissolution ? Pour autant, ce ne sont pas les parlementaires qui ont décidé de faire ce vote de confiance. Mais non, mais on leur demande leur vote. Donc c'est à eux de dire si oui ou non ils votent la confiance. Mais ça va amener quoi ? Ça va amener encore un énième changement de gouvernement. Et donc encore perdre des mois et des mois pour notamment tous les projets de loi qui sont en cours et notamment la continuité de la politique. Donc non, c'est désolant. Cette instabilité est désolante parce que le quotidien des Français, il a besoin d'être pris en main, il a besoin d'être assuré, il a besoin d'une continuité. C'est ce que je dis. Vous avez dit très justement que j'avais eu la chance d'avoir 5 ans. Et je pense que c'est dans la durée, dans la stabilité qu'on peut vraiment changer et réformer la France. Fouad Benhamed. Bonjour Sophie. Tout d'abord, j'ai encore... Sophie, oui, d'accord. Pardon, Madame Cluzel, Madame la ministre. Parce que en fait, j'ai encore l'image de cette ministre de proximité que vous avez été. Et simplement, moi, ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, les gens sont désabusés. Je pense qu'après les européennes, avoir eu cette décision de dissolution, pour moi, en fait, on est élu, on va jusqu'au bout, et puis si jamais on fait une dissolution, et bien du coup, on en tire les conséquences, et puis vraiment, on donne la chance à ceux qui ont été majoritairement élus. C'est soit on fait pas la dissolution parce qu'on sait qu'on veut garder et aller jusqu'au bout, et moi je l'entends et je le comprends, et d'ailleurs je le respecte, ou soit on fait la dissolution, mais dans ces cas-là, les règles du jeu, elles changent en cours de route, et on partage les responsabilités. J'aime pas parler de pouvoir, parce qu'aujourd'hui, quand on est un politique, on a l'impression que les personnes veulent garder le pouvoir alors qu'en fait ils sont aux responsabilités. Sophie Cluzel, est-ce qu'il n'y a pas là aussi un problème, en tout cas qui est plutôt inhérent au monde, ou en tout cas aux questions, à l'univers des questions qui touchent le handicap, à la question de la continuité. Vous avez pu rester 5 ans, vous, à l'exercice de cette fonction. Vous avez pu mettre des choses en place, certains vous diront que non, en tout cas on ne va pas rentrer dans ce débat-là aujourd'hui, mais si on change de ministre 5 fois en l'espace de 3 ans, sur cette question-là particulièrement, comment on fait pour garder une certaine continuité si à chaque fois il faut de nouveau évangéliser ces sujets, aller éveiller le nouveau ou la nouvelle ministre, passer 6 mois à lui dire ça c'est prioritaire, ça l'est moins. Est-ce qu'il n'y a pas un problème là ? Bien sûr qu'il y a un problème. Moi, cette chance de 5 ans, ça m'a permis, justement, parce que c'était, rappelez-vous, le handicap priorité du quinquennat. Le président avait justement aussi, c'était une de mes demandes, d'être pouvoir rattaché auprès du Premier ministre pour faire une politique interministérielle, nommer des hauts fonctionnaires à l'inclusion, avoir une vraie feuille de route partagée sur tous les sujets qui touchent les personnes handicapées, parce qu'elles sont des personnes avant tout. Donc, c'est de l'école à la justice, en passant par le sport, la culture. C'est vrai que depuis 2022, le changement de rattachement a été préjudiciable. La valse des ministres a été préjudiciable. Elle a été préjudiciable sur tous les sujets. Parlons d'éducation, 5 ou 6 ministres, etc. Donc, en revanche, on a une administration solide. La feuille de route, parce qu'il y avait une continuité de couleur politique, elle a été maintenue. Donc, ça a été la chance, si vous voulez. C'est que les administrations étaient bien au fait. Comme vous l'avez dit, elles étaient évangélisées sur le fait que maintenant les ARS prennent en compte totalement le handicap. Quand je suis arrivée, je me disais, mais c'est même pas 10% de
de notre activité. Là, maintenant, il y avait une vraie prise en compte. Moi, j'avais fait nommer des hauts fonctionnaires auprès des ministères, mais aussi des sous-préfets à l'inclusion. Donc, il y avait un maillage, une architecture, une organisation qui a duré et qui a perduré. Ouais. Après, le souffle politique, c'est vrai, eh bien, il s'est drôlement évaporé parce que avec 5 ministres différents, c'est compliqué de garder une incarnation et de garder une envie. Virginie Dubost, une question pour vous, Sophie Cluzel. Oui, bonjour Madame la Ministre. En fait, j'ai une petite question parce que là, on voit que par exemple, si on change de gouvernement, on se demande si les politiques, enfin toutes les mesures qui ont été amorcées et bien enclenchées par la ministre du Handicap actuelle vont pouvoir perdurer, et notamment les lois qui ont été actées et qui doivent prendre Vous pensez par exemple au remboursement des fauteuils roulants ? Voilà, par exemple. Quand une loi est actée, l'administration elle est en capacité derrière de sortir les décrets et de suivre. Donc ça, je pense que c'est une bonne question, Sophie Cluzel, parce que c'est vrai que les gens peuvent se poser cette question-là en se disant est-ce que on va pas encore nous repousser pour la énième fois ce remboursement tant attendu sur les fauteuils roulants ? C'est-à-dire qu'à partir du moment que la loi a été adoptée, votée et puis surtout qu'elle a été signée par le président de la République, elle doit être applicable. Oui, c'est l'acquis, d'accord. Salim Mejdaïni. Je ne pense pas que ça sera remis en cause, étant donné que ça a été un consensus, que ça a été longuement travaillé. Oui, bien sûr, depuis des années. Depuis 2018-2019, j'ai travaillé dessus, donc on peut que s'en féliciter. Après, en revanche, la seule chose, c'est est-ce qu'on aura les budgets 2026 qui sont bien actés. Non, il nous faut 44 milliards, Madame Cluzel. Donc bon, ça va être difficile. Oui, Salim Mejdaïni, vous avez une question. Justement, Sophie Cluzel, bonjour. La question qui découle un peu de ce débat serait de se demander également si vous, qui avez été plus proche que quiconque du dossier, faut-il redouter des reculs sur certains points, certaines prises de position d'ores et déjà actées. On voit fleurir un peu partout aujourd'hui des bilans qui font un petit peu l'état des lieux de la déconjugalisation. Sophie Cluzel, rapidement, parce que du coup on arrive au bout de l'émission. Non, moi je pense qu'il n'y aura pas de recul sur ce sujet. C'est un sujet de société qui a été porté au plus haut niveau. Le Premier ministre précédent a mis la santé mentale comme grande cause de l'année. On voit que c'est en train de se décliner et je pense que ça fait partie d'un sujet de société. Toutes ces avancées qui ne seront pas remises en cause. Après, elles peuvent être remises en cause par des financements, puisque, par exemple, on voit bien que la franchise de médicaments, elle va peut-être impacter, sauf les ALD. Donc, vous voyez, c'est plus dans ces détails-là qu'il va falloir être très vigilant. Mais les grandes avancées qui ont été quand même des lois, les droits de vote des personnes majeures protégées sous tutelle, l'amélioration quand même de la prise en compte des besoins spécifiques, ça c'est acté. Même dans la scolarisation, même s'il y a des manques, je veux dire, il y a un mouvement qui ne reviendra pas en arrière. On n'a pas pu tout aborder, malheureusement. Il y avait les sujets d'incendie, les sujets de noyade. Très rapide, en 2 secondes, ça vous émeut forcément ? Mais bien sûr, mais il faut. Et ça revient à votre premier sujet sur le contrôleur. C'est la formation et l'information des gens. C'est capital. C'est comme ça qu'on arrivera tous à s'en sortir, c'est-à-dire être informés de des droits réels et puis après la formation des différents intervenants. Vous reviendrez, Sophie Cluzel. On sera ravis et puis on prendra un peu plus le temps. Là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire en cette rentrée. En tout cas, rentrée chargée ce lundi. Le vote de confiance du gouvernement à l'Assemblée nationale. Vont-ils rester ? Vont-ils partir ? On a quand même une vaste, triste idée de cela. Merci en tout cas, Sophie Cluzel, d'avoir accepté notre invitation. Merci à Maïder d'être venu témoigner dans l'émission. Merci Fouad Benhamed. Merci Virginie Dubost, Mathéo Lamblot, Salim Mejdaïni. Une belle émission, en tout cas pour cette rentrée. Merci beaucoup. Et à la semaine prochaine sur Sud Radio avec la poursuite des programmes tout au long de ce week-end.